Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de suivre ce journal sur la chaîne Au cœur de l'Afrique. À la une ce soir, l'affaire sur le meurtre de 7 individus à Tanwalbougou refait surface. Le chef de la localité, accusé d'être de mèche avec des terroristes, sort du silence et donne sa part de vérité. Je ne suis pas un terroriste et je ne collabore pas avec les terroristes, ni hier, ni aujourd'hui, ni demain, nous dit-il. On voit cela en début d'édition. Et puis, le parti du Lion, l'UPC, va désigner son candidat demain pour la présidentielle de novembre. Et pour en parler, je reçois sur ce plateau Amadou Diemdioda Diko, le premier vice-président du parti. C'est tout à l'heure au cours de ce journal. Enfin, au Mali, la montagne aurait accouché d'une souris. La médiation de la CEDEAO, conduite par 5 chefs d'État africains, n'a pas réussi à calmer le contentieux politique gouvernement-opposition. Le mouvement du 5 juin persiste et signe. Ibrahim Boubacar Keïta doit rendre sa démission. Une réunion extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO en visioconférence est prévue à cet effet lundi prochain. Voilà pour les titres de ce 20h. Merci de nous suivre. 3 civils ont été tués hier par un engin explosif improvisé à Natiabouani, une localité située dans la région de l'Est. Les victimes, tous membres d'une même famille, étaient à bord d'une charrette quand elle a explosé à l'impact de l'engin explosif. Natiabouani, une localité de la province de la Kompinga, est en proie à plusieurs attaques terroristes de ce genre, visant à affaiblir les forces de défense et de sécurité. En janvier, une attaque de ce genre avait occasionné la mort de 2 femmes dans le Gourma. Je ne suis pas un terroriste et je ne collabore pas avec les terroristes, ni hier, ni aujourd'hui, ni demain. C'est une déclaration du chef de Tanwalbougou à l'endroit de ceux qui le traiteraient de soutenir les terroristes. Amadou Bandé a convoqué la presse nationale et internationale pour donner sa version des faits sur la mort de 7 personnes survenues le 29 juin dernier à Tanwalbougou. Dans son interpellation, il invite les Burkinabés à beaucoup de discernement pour ne pas verser du sang innocent. Le compte rendu avec Benjamin Kwame et Constantin Sieda. J'ai tenu à rompre le silence que m'imposent les lourdes charges de guides religieux pour m'expliquer sur le drame humain que vivent les habitants de Tanwalbougou. Ainsi en a annoncé Amadou Bandé, le chef de Tanwalbougou face aux journalistes. On se souvient encore, c'était le 29 juin 2020 où on apprenait la mort de 7 personnes dans la localité. Des voix accusaient les forces de défense et de sécurité d'exécutions extrajudiciaires sur ces personnes tuées. D'autres affirmaient aussi que Tanwalbougou abriterait des terroristes, d'où ces tueries. Et le guide religieux présent dans la localité depuis 36 ans apporte aussi ses explications. Mon quartier a reçu la visite surprise des FDS. Une douzaine de véhicules, une trentaine de motos et un char de combat. Ils ont ordonné que toutes les maisons soient ouvertes pour des fouilles. Toutes les maisons ont été fouillées de fond en comble sans qu'on y découvre les moindres objets suspects. Même les poulaillers ont été fouillés. Rien n'a été trouvé. Et rien n'y sera jamais trouvé, car nous n'avons aucune sympathie pour les terroristes. C'est ainsi que, selon Amadou Bandé, des 12 personnes embarquées Mano Militaro, 5 ont été abandonnées dans un piteux état vers Matiakwali, informant aussi la mort des 7 autres. Ce drame, depuis lors, a causé le déplacement de plus de 500 personnes, fermant mosquées et écoles à Tanwalbougou, expliqua le guide religieux. Par ailleurs, il lui serait reproché de jouer un double jeu avec les terroristes, ce pourquoi il n'est pas attaqué jusqu'à ce jour. Reproche rejeté en bloc. Je ne suis pas un terroriste et je ne collabore pas avec les terroristes. Ni hier, ni aujourd'hui, ni demain. Ce sont ceux qui ignorent l'islam qui vous diront cela. Le terrorisme, c'est d'abord une foi altérée. Le terrorisme, c'est l'oisiveté et le manque d'éducation. Je dis que ceux qui m'accusent, soit sont induits en erreur ou de mauvaise foi. Le chef de Tanwalbougou explique également qu'il fait partie de ceux qui ont mené des démarches pour implanter un poste de gendarmerie dans la localité, donc aucune collaboration avec des terroristes. Pour lui, les principes de l'islam sont clairs. Je n'exige pas de couper les pantalons de quelqu'un, de porter un voile intégral ou de laisser pousser une barbe d'une coudée. Je ne contrains personne ni par la parole ni par les armes de devenir musulman. C'est illicite en islam. L'homme de Dieu ne s'est pas prononcé sur l'affaire qui est en justice.
J'ai la conscience tranquille, j'ai fait de mon mieux pour sensibiliser sur les méfaits de l'extrémisme, laissant entendre Amadou Bandé, lui qui invite les Burkinabés à agir sur la base d'informations crédibles et fiables, tout en respectant la présomption d'innocence afin de préserver le socle social du vivre ensemble. On vous le rappelle, dans la nuit du 11 au 12 mai 2020 aussi, 12 personnes ont trouvé la mort dans leur cellule alors qu'elles étaient en détention à la gendarmerie de Tanwalbougou pour suspicion de faits de terrorisme. Un incendie a ravagé un dépôt pharmaceutique à la zone industrielle de Kosodo dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Les sapeurs-pompiers de la ville de Ouagadougou ont réussi à maîtriser les flammes. Aucune perte en vies humaines n'est à déplorer, mais d'importants dégâts matériels ont été enregistrés. Et puis, dans la même veine, ce communiqué de la 7e compagnie de la Brigade nationale de sapeurs-pompiers basée à Kaya, un bébé abandonné dans l'enceinte du marché à bétail de la ville, a été retrouvé ce matin. Il s'agit d'un nouveau-né de sexe féminin de 2 semaines environ dans un état frileux qui a été pris en charge par les sapeurs-pompiers en coordination avec les services de l'action sociale de la ville de Kaya. Le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale poursuit sa mission de justice, vérité et paix au Burkina Faso. Et dans le cadre de cette mission, il a rencontré hier l'alliance des partis de la majorité présidentielle. Avec elle, il a été question de la bonne marche des élections à venir. Le point de la rencontre avec Benjamin Kwame. C'est un face-à-face entre la délégation de l'APMP et celle du H-Kroun. L'équipe de Léane Bassolé est donc allée au siège de l'alliance des partis de la majorité présidentielle pour évoquer encore la question de la réconciliation nationale au Burkina Faso. 2 heures chrono où des questions brûlantes et préoccupantes sont discutées. La cloche de la cohésion sociale ne résonne pas très bien au Faso à cause de certaines crises liées à la fronde sociale, au terrorisme, mettant en mal la quiétude des Burkinabés. Aussi, la réconciliation nationale elle-même a du mal à trouver de la place dans le cœur des uns et des autres depuis la chute de l'ancien régime. Le pays est aux mains du MPP et ses alliés. Quoi de plus normal pour le H-Kroun de les approcher afin de recueillir des propositions pour la suite de leur mission. Nous estimons que les questions que nous avons évoquées et que nous considérons comme étant des questions d'intérêt national intéressent tout autant l'institution que ceux qui nous ont reçus ce soir et ceux qui nous ont donné à comprendre que ce sont des questions auxquelles eux aussi ils réfléchissent et auxquelles ils essaient de trouver des solutions. Et à partir de ce moment-là, la contribution qu'ils nous ont donnée sur les aspects, différents aspects que nous avons évoqués, à savoir comment, ensemble, nous pouvons faire en sorte que ce soit tout le Burkina qui se sente concerné par le processus de réconciliation, donc que chacun ait l'opportunité et la possibilité d'y contribuer selon sa perception, selon sa vision, selon ce qu'il considère comme étant essentiel. La vision du H-Kroun repose sur le triptyque vérité, justice et réconciliation. Et sur ce triptyque, l'APMP a donné son point de vue faisant office de proposition pour le H-Kroun. Lui qui dit prendre en compte ses propositions et les partager avec tous ceux qui sont épris de paix. Nous pensons que réellement, le Burkinabé a des chances de se réconcilier d'abord avec lui-même et ensuite de nous réconcilier entre nous. Nous retenons en tout cas en repartant qu'il y a beaucoup de matière que nous avons obtenue ce soir qui viendra nourrir notre réflexion. La démarche du H-Kroun est salutaire et empreinte de beaucoup de sincérité pour la majorité présidentielle et elle marque sa disponibilité pour l'accompagner. C'est une démarche que nous avons positivement appréciée. C'est avec beaucoup de plaisir, de bonheur que nous avons reçu le président du H-Kroun. Au niveau de la majorité, nous avions déjà, à l'occasion du dialogue politique, réaffirmé notre disponibilité à œuvrer avec tous les autres acteurs de la société burkinabé pour l'aboutissement de cette réconciliation nationale, pour peu qu'elle soit empreinte d'une démarche qui ne laisse pas de place aux faux fuyants. En plus de la question des présidentielles à venir, de l'écho de la démocratie, le sujet de la justice transitionnelle était au cœur des échanges. Là-dessus, la PMP pense qu'il faut justifier ses contours avant son application. La justice transitionnelle peut être nécessaire pour aller vite et vider
un certain nombre de dossiers, surtout ceux qui ont une certaine connotation politique. Parce que vous voyez, au niveau de la justice classique, c'est plus simple de juger des questions de crimes individuels, par exemple, que des questions de crimes liés à la politique. Une forme de justice traditionnelle, si ses contours sont bien définis et si elle apporte l'adhésion de tous les acteurs, effectivement, elle peut permettre de vider un certain nombre de dossiers. Il faut d'abord travailler à réunir tous les prérequis et à prendre en compte aussi les préoccupations de toutes les fractions de la société, y compris des familles de victimes, qui fera consensus et qui pourra effectivement à la fois rendre justice et passer l'éponge sur les questions. Le mandat du Ashkroun s'achève dans quelques mois. À travers cette énième rencontre, l'institution dirigée par Liane Bassolé entend emmagasiner assez de prérequis pour permettre à une éventuelle institution de mener d'autres missions visant à réunir le Burkina Faso. Comme annoncé en titre, je reçois pour vous Amadou Diemdioda Diko. Il est le premier vice-président de l'Union pour le progrès et le changement UPC et ancien ministre. Monsieur Diko, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. Demain, votre parti va désigner son candidat pour l'élection présidentielle de novembre 2020. Que représente pour vous ce congrès d'investiture? Merci. Je voudrais d'abord un peu apporter un rectificatif. Je ne suis pas le premier vice-président. Je suis le quatrième vice-président chargé de la stratégie électorale. Et c'est la raison pour laquelle donc, je conduis également la commission chargée des consultations électorales et qui en fait a en charge de préparer justement les candidatures tant pour aux présidentielles qu'aux législatives. Donc le congrès extraordinaire est convoqué demain. C'est pour justement examiner la candidature de notre candidat à l'élection présidentielle. Parce que dans un premier temps, il est d'abord candidat à la candidature. C'est le congrès qui, en fait, une fois accepté la candidature, qu'on peut dire maintenant qu'un tel ou une telle est candidat ou candidate donc, à la présidentielle. Alors, vous l'avez dit, vous êtes le président chargé de réceptionner les candidatures au sein de l'UPC, aussi bien pour la présidentielle que pour les législatives. En mettant en place cette commission, ça veut dire que vous vous attendiez à plusieurs candidatures. Combien avez-vous reçu à l'heure actuelle, surtout pour la présidentielle? Bien, c'est une bonne question. Nous sommes en démocratie et au niveau donc de l'UPC, nous avons ouvert toutes les candidatures, y compris celles qui concernent donc la magistrature suprême. Et depuis le 14 juillet, nous avons lancé la candidature pour que les femmes et les hommes de militants du parti et donc, également postulent à cette haute marche. Et la clôture normalement du dossier, c'était hier à 20 h. Bon, vous me poussez à dire quelque chose que nous, on devrait découvrir demain. Mais jusque-là, nous n'avons reçu qu'une seule candidature. Mais demain encore, nous allons également poser le problème. Est-ce qu'il y a un dernier qui, en fait, voudrait justement concurrencer le candidat donc, qui a pu déposer ses dossiers? Alors, vous l'avez dit, hein, M. Diko, Zéphirin Diabré est donc probablement le seul candidat pour la présidentielle et il sera investi. Quelles sont les raisons de ce choix? Les raisons du choix, c'est qu'en fait, c'est lui il a d'abord déposé sa candidature. Il est le fondateur du parti. Il a été déjà candidat en 2015 et il remplit toutes les conditions que le parti souhaite, parce que donc il faut d'abord avoir des assises, une conduite morale incontestable, et être un grand mobilisateur et être également connu non seulement au niveau national, mais aussi au niveau international. Parce que donc il ne suffit pas seulement peut-être d'être connu devant sa case pour être président. Nous pensons qu'il faut aller plus loin.
plus loin, cela veut dire que, en fait, il faut viser le rayonnement du Burkina Faso. Nous voulons un candidat qui puisse participer au rayonnement du Burkina Faso pour que également le Burkina Faso soit une nation qui compte parmi les nations du monde. Et nous pensons que Zéphirin Diabré remplit aisément ces conditions et également, tout le monde le sait, c'est un intellectuel de haut vol qui a également œuvré dans les institutions internationales, le PNUD, Areva, ainsi de suite. Donc, nous disons que nous n'avons pas, en tout cas parmi nous, mieux que lui. Alors justement, quelle leçon avez-vous tiré de l'échec de 2015 face au président actuel Roch-Marc Christian Kaboré et qu'est-ce qui vous fait croire que votre heure a enfin sonné? Bon, nous pensons que, comme tous les partis politiques, lorsqu'ils se créent, que leur heure a sonné. Mais il faut travailler. En 2015, l'UPC n'était pas, qui venait de naître en 2010, après 5 ans, n'était pas représentative dans toutes les provinces du Burkina Faso. Or, il fallait que, en fait, au bord de tous les marigots du Burkina, sous tous les arbres du Burkina, qu'on chante l'UPC d'abord, avant que l'UPC n'émerge, que ne soit au pouvoir. Je pense que les 10 ans de l'UPC ont permis à l'UPC également de s'implanter dans les 45 provinces du Burkina Faso. Aujourd'hui, comme le Congrès l'atteste, nous avons les représentants des 45 provinces qui sont là et je vous dis qu'il y a des gens qui ont quitté, leur patelin pour rejoindre ici sans les frais du parti. Ils ont pris la décision, ils disent qu'ils veulent assister à l'investiture et donc ils sont déjà arrivés. Et aujourd'hui, nous pensons que le lion a poussé des dents. Ce n'est plus des dents de lait, mais c'est des vraies dents. Alors, l'UPC de 2020 est différent de l'UPC de 2015. Le parti a vu une dizaine de ses députés partis, des cadres emblématiques comme Wali parti et des leaders comme le maire de Djibo assassiné. Est-ce que le parti ne vous semble pas affaibli aujourd'hui? D'abord, rectificatif, le maire de Djibo est CDP, il n'est pas UPC. Et donc, ça m'appelle à son âme. C'est vrai que nous avons eu des cadres qui sont partis, des députés qui sont partis, mais ce n'est pas parce qu'ils sont partis que la base est partie. Parce qu'après eux, nous avons pu mettre en place les structures dans toutes les localités où ces députés nous ont quittés. Et je pense qu'il faut d'abord, peut-être pour dire qu'ils ont gagné ou quelque chose de leur combat, puisqu'en fait, peut-être qu'ils veulent affaiblir le parti, attendre après les élections pour faire le constat. Il est très difficile aujourd'hui qu'eux-mêmes ils disent oui, j'ai gagné ou je n'ai pas gagné. Mais le nomadisme, vous me donnez l'occasion de condamner justement cette manière de faire, notamment le nomadisme, et qui en fait que de plus en plus s'apparente, je dis, à quelque chose d'intestinal. Vous voyez, bon, c'est comme si les gens voudraient peut-être aller améliorer leur repas ou améliorer la sauce de madame, ou j'allais dire que le panier de la ménagère s'améliore. Mais je pense que, en fait, en matière politique, il faut de la conviction. Il faut mettre de la conviction, il faut croire. Et en même temps, quand on s'engage dans la politique, c'est des leçons qu'on donne à la nouvelle génération. Et si on apprend à la nouvelle génération de faire le saute-mouton, eh bien, ensuite, je pense qu'on risque de ne pas construire grand-chose. On risque de ne pas donner, d'être vraiment, j'allais dire, celui-là qui donne des leçons. Mais plutôt, c'est celui-là peut-être sur lequel on va se baser pour donner les exemples de mauvaises leçons. Alors, M. Diko, est-ce que vous allez présenter un nouveau programme autre que celui de 2015? Le programme de 2015 va certainement être revisité et il faut également innover. Parce que tout à l'heure, j'ai suivi un de vos éléments qui parle de Tchouamba-Bougou, ce qui veut dire qu'il y a les questions sécuritaires qui sont là. Il y a le Covid-19 qui est là. Et très certainement que nos programmes doivent tenir compte justement de tous ces aspects. Aujourd'hui, on se demande, il y a des gens qui se demandent, est-ce qu'il y aura élection? Pourquoi aller aux élections? Ça veut dire qu'il y a un problème. On parle de 5 régions aujourd'hui
qui sont occupés. On parle des assassinats, on parle des personnes déplacées. Nous avons plus de 800 000 personnes déplacées. Et il y a eu, à nos jours, on compte près de plus de 2000 morts civils et militaires, et ce qui n'est jamais arrivé au Burkina. Depuis pratiquement 2016 jusqu'à nos jours, tous les jours, le sang coule. Mais il faut que cela s'arrête. Et donc, tous les programmes, quel que soit le parti, même le plus petit des partis, doit aujourd'hui inclure donc les questions sécuritaires dans sa démarche, dans sa pensée, dans sa manière de faire. Alors, demain, c'est donc le jour de l'investiture. Qu'est-ce qui va se passer de façon concrète au palais? Alors, le palais de sport va être envahi par les militants avant 9 h. Et à partir de 9 h, nous allons commencer nos installations et pour recevoir nos invités à partir de 11 h. Donc, nous aurons deux grandes phases. La première phase, justement, consistera à proposer la candidature de notre candidat, de celui qui a déposé son dossier au Congrès, qui va donc l'élire, donc le désigner et l'acclamer ou le rejeter. Et la seconde phase maintenant, c'est l'investiture du candidat. Une fois qu'il a été élu, il est investi. Et je vous dis que dans son programme également, il y aura après ça une sortie terrain où le candidat élu doit nécessairement aller serrer les mains des déplacés internes qui sont à Ouagadougou et également rendre visite aux personnes vivant dans les zones non loties. Et je vous dis qu'il y aura donc un forage que le candidat compte donner donc justement aux habitants des zones non loties de Ouagadougou. Voilà, Monsieur Diko, c'est tout pour cet entretien. Merci d'avoir répondu à nos questions. Vous restez avec nous pour la suite de ce journal. Ok, merci. Direction Bamako à présent, où la médiation de la CEDEAO sur la crise politique malienne s'est soldée par un échec. Les 5 chefs d'État délégués par l'organisation sous-régionale hier dans la capitale malienne ne sont pas parvenus à faire accepter à l'opposition malienne leur plan pour sortir le pays de la crise. Par conséquent, un sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO se tiendra le lundi prochain par visioconférence. Le mouvement du 5 juin exige la démission du président malien Ibrahim Boubacar Keïta ou le satisfait de leurs revendications, notamment la création d'une commission d'enquête sur les civils tués lors des manifestations et la constitution d'un gouvernement transitoire. Une ligne rouge pour la CEDEAO, pour qui la démission du président malien serait anticonstitutionnelle. Je vous propose d'écouter les deux parties. Nous voulons trouver une solution à cette crise politique. Dans toutes ces rencontres, l'objectif est de trouver le compromis qui permettra une sortie de crise rapide au Mali. Et je suis optimiste, je fonde l'espoir qu'une solution sera trouvée. Le départ du président Ibeka est sans ambiguïté une ligne rouge pour la CEDEAO qui est régie par un protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance de l'espace CEDEAO. Et ce protocole prévoit qu'il n'y a pas de changement anticonstitutionnel du pouvoir dans tous les pays de l'espace CEDEAO. Faire partir le président Ibrahim Boubacar Keïta aujourd'hui, alors qu'il a été élu démocratiquement par le peuple malien, serait anticonstitutionnel pour la CEDEAO. Rien n'a bougé pour le moment. On ne nous a rien dit que j'ai pu comprendre. Je voulais vraiment le dire très sincèrement. Je l'ai dit et je le redis. Nous sommes un peuple debout, nous ne sommes pas un peuple soumis ou résigné. Et moi je le dis, je préfère mourir martyr que de mourir traître. Les jeunes gens qui ont perdu leur vie ne l'ont pas perdu pour rien. Et si vraiment ce qu'on nous a dit, c'est à cause de cela qu'ils se sont réunis, je pense que rien n'a été fait pour le moment. Merci beaucoup. Restons toujours au Mali où la réouverture des frontières terrestres et aériennes a été annoncée ce jour par décret ministériel. Les frontières aériennes seront réouvertes à compter du 25 juillet et les frontières terrestres à partir du 31 juillet prochain. Les horaires habituels de travail, quant à elles, sont réétablis pour compter du 1er août.
3 jours après la décision des États-Unis de fermer le consulat de Chine à Houston, Pékin a répliqué ce vendredi en ordonnant la fermeture du consulat américain à Chengdu. Dans un communiqué officiel, la diplomatie chinoise affirme n'avoir pas eu le choix. Pour elle, cette décision constitue une réponse légitime et nécessaire aux mesures déraisonnables des États-Unis. La situation actuelle n'est pas ce que souhaite la Chine. L'entière responsabilité revient aux États-Unis, souligne le ministère des Affaires étrangères chinois. Parmi les 5 consulats dont disposent les États-Unis en Chine populaire, celui de Chengdu, capitale du Sichuan, est stratégique pour l'administration américaine car cette région est voisine du Tibet et du Xinjiang. La sentence est tombée ce matin pour Raouf Bahiré et ses camarades, des activistes traduits en justice pour outrage à magistrat, injure publique et incitation à la haine. Les présumés écopent de peine allant de 12 à 36 mois de prison et d'amende allant de 300 000 à 3 millions de francs CFA. Le film du procès avec Ahmed Nanema et Bachirou Sawadogo. À l'encontre de Raouf Bahiré et ses co-accusés, les juges auront eu la main lourde. À la barre pour répondre des faits d'accusation d'outrage à magistrat, injure publique et incitation à la haine, l'activiste et directeur de publication de Proximité Info écope de 36 mois de prison ferme ainsi qu'une amende de 3 millions de francs CFA. Accusé des mêmes faits, Blaise Nadinga, quant à lui, se voit condamné à 36 mois d'emprisonnement dont 12 fermes, assorti d'une amende d'1 million de francs CFA. Verdict plus clément, si on peut le dire ainsi, pour Joël Ouedraogo, condamné à 36 mois d'emprisonnement, dont 12 fermes et 3 millions de francs CFA d'amende. Bourgas Tarbundo Di Joseph, lui, en prend 18 mois fermes et 1 million de francs CFA d'amende. De ce groupe, Moussa Sawadogo est le seul jusqu'ici à échapper à l'incarcération à la Mako. Et pour cause, sa peine de 12 mois de prison est assortie de sursis, mais l'amende d'1 million de francs CFA auquel il est soumis est ferme. En rappel, ils sont reprochés de propos injurieux sur Facebook portant atteinte au procureur du Faso. Propos tenus suite aux interpellations des forces de l'ordre sur les actes de torture infligés à des contrevenants du couvre-feu liés au Covid-19. Ils ont 15 jours pour faire appel de ce verdict. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour un autre bulletin d'information. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur la chaîne Au cœur de l'Afrique.